Snowpack, c'est une histoire, parce que j'ai vu pour la première fois, j'ai entendu parler de Snowpack, qu'ils avaient gagné le concours ILAB à un moment donné, et j'ai voulu regarder, je les ai vus à Las Vegas, au CES, et j'ai amené les gens de l'armée, des forces spéciales, je leur ai dit, c'est ça qu'il faut prendre. Et j'ai eu la bonne nouvelle, c'est que cette année, je les ai revus chez les forces spéciales. Vous voyez, ça sert. Il faut que j'arrête de parler avec toi, je me retrouverai en prison. Tu te retrouveras en tôle, t'es en tôle. Hein. Et maintenant, vous essayez un petit peu d'élargir le marché, hein, pour faire un VPN++, avec notre boîte. Expliquez-nous un petit peu Snowpack, l'invisibilisation, comment on est invisible sur Internet. Pour l'instant, on est invisible. Pour l'instant, on est invisible tout court. Hein. Ouais. Mais bon, ça, c'est la visibilité. Voilà. Ça va arriver. Merci déjà pour l'invitation. Alors, nous, on n'a pas levé 70 millions non plus. Et on est un peu. On va pas parler d'IA. On pourrait. Mais par contre, on est relativement complémentaires à toutes les technologies qu'on a pu voir aujourd'hui. Mais nous, on va s'occuper plutôt de la sécurité du transfert des données. Et notamment, le fait de garantir qu'on ne peut pas tracer qui parle avec qui. Le monde invisible. Ah ouais, jusqu'au bout. Donc moi, je suis l'un des trois... co-inventeur, co-inventeur. Alors moi j'ai rien inventé dans Snowpack à la base, je mets plutôt en œuvre, mais par contre je fais partie des fondateurs de la société. Et c'est notre président Frédéric Laurent qui a inventé la technologie avec d'autres chercheurs du CEA en 2017. Et maintenant depuis 2021 on développe officiellement la technologie. On a bientôt 3 ans. Et nous, on est commercialisé depuis 2 ans à peu près. Et donc, comme je disais, on est une spin-off du CEA. On n'a pas levé 70 millions, on a levé plutôt 2 millions. Et on a gagné plusieurs prix et plusieurs soutiens nationaux, dont le concours ILAB. Ouais. Et on a un large écosystème avec plein de logos, plein de médailles, qui, on espère, vous donne confiance pour m'écouter. On a une médaille dont on est relativement fier, c'est qu'on a gagné le Grand Prix du Forum Cyber. C'est le plus gros salon de cybersécurité français qui nous a donné le Grand Prix cette année. Et c'est un panel d'utilisateurs et d'institutionnels qui ont validé la technologie. Et on est après suivi soit par des gens de la cybersécurité, soit par des gens de la défense. Et donc nous, on part du postulat que sur Internet, n'importe qui peut savoir qui parle avec qui. Et le fait de savoir qui parle avec qui, ça va permettre de scanner vos systèmes. Et une fois que je peux scanner vos systèmes, j'ai des catalogues de menaces. Et ces catalogues de menaces, je regarde, tiens, vous avez un firewall de la marque Palo Alto. Palo Alto, vous pouvez être sûr qu'il y a eu déjà une faille, parce qu'on ne peut pas être infaillible. Et il y a le marché soit public parce que vous n'avez pas encore mis à jour, soit non public parce que quelqu'un a découvert une vulnérabilité, mais le vend sur le marché noir. Donc à partir de là, les attaquants, ils rentrent sur vos systèmes d'information. Une fois qu'ils sont dans le système d'information, ils vont faire des petits sur les autres vulnérabilités qu'ils vont pouvoir trouver et exploiter le système. Et ça vient de plusieurs facteurs. Déjà sur Internet, on va communiquer principalement avec le protocole IP. Et le protocole IP, il a besoin de savoir qui parle avec qui pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est les métadonnées du système en transit. Ensuite, pour pouvoir mettre à disposition l'information, vous allez avoir besoin de ports ouverts sur vos serveurs. Il faut bien que quelqu'un trouve où vous êtes pour venir vous voir. Et donc ces ports ouverts sont des portes d'entrée pour arriver sur vos systèmes. Et on a beau avoir des VPN, le VPN c'est la porte de luxe. Pour rentrer, ça peut être le tunnel, mais par contre, si je trouve la porte du tunnel, je peux arriver dans le château fort. Peu importe
la hauteur des lignes. Et tout ça vient aussi du fait qu'on a plein d'acteurs externes qui vont vous fournir un outil de sécurité sur lequel vous allez avoir besoin d'avoir confiance. On a beau avoir des super technologies d'un point de vue théorique, il y a toujours quelqu'un qui l'implémente. Et cette implémentation, elle est soit involontairement mauvaise, soit volontairement mauvaise. On a des exemples d'États outre-Atlantique qui vont avoir mis des backdoors aux bons endroits pour diminuer les niveaux de sécurité, même quand il y a du chiffrement. Et donc pour vous protéger de tout ça, nous ce qu'on vous propose, c'est d'ajouter une couche de neige au-dessus de votre système pour éviter que les utilisateurs puissent découvrir qui parle avec qui et les points d'entrée sur vos systèmes d'information, mais aussi ce que vous faites quand vous allez juste naviguer sur Internet. Et donc notre objectif, c'est d'éliminer l'information des métadonnées, de faire en sorte que vous puissiez exposer de l'information sans avoir à ouvrir des serveurs, sans avoir à ouvrir des ports sur Internet, et garantir qu'au sein de la technologie, il n'y a pas de tiers de confiance dans lesquels vous avez besoin d'avoir confiance, pas même Snowpack. Bon, c'est pas forcément 100% réussi pour l'instant, mais ça reste l'objectif. Donc nous, pour résoudre ça, on développe la technologie qu'on appelle Virtual and Invisible Private Network, qui va permettre de protéger et de cacher les activités, soit des individus avec Invisible Access. Vous êtes, c'est toutes les pubs, NordVPN, etc. Vous voulez aller voir Netflix à l'étranger, on a une solution qui permet de faire ça, donc ça sert aussi à d'autres usages, typiquement protéger les communications, protéger des personnes en opération, faire de la veille concurrentielle sans divulguer l'information sur les utilisateurs, aux gens à qui vous allez accéder. On va pouvoir aussi exposer des services invisibles sur Internet. Donc typiquement, vous voulez mettre à disposition une dashboard de données de santé à un médecin. Vous allez pouvoir l'exposer sans que ce soit directement accessible sur Internet. Il va y avoir besoin de connaître les points d'entrée pour arriver jusqu'au système. Et ensuite, on a Invisible Infrastructure où là, l'objectif c'est de masquer une infrastructure. Ça ressemble très fortement à un VPN point-à-point où je vais mettre en relation soit des personnes en télétravail avec le système d'information, soit je sais pas, le CEA de Saclay avec le CEA de Grenoble. Et tout ça, c'est aussi disponible, donc soit à travers nos 3 offres, soit à travers, on essaye au maximum de faire un système d'API ou de SDK pour qu'un jour vous ayez à la place par exemple d'HTTPS, un HTTP Snowpack qui vous rend invisible en plus de chiffrer les données. On n'est pas encore à ce point-là non plus, mais ça va. Alors comment ça fonctionne? Ça repose sur plusieurs brevets qu'on a déposés au CEA et qu'on continue à déposer à travers un laboratoire commun petit à petit, qui vont permettre de garantir que quand on va communiquer, aucun des serveurs utilisés ne connaît à la fois l'émetteur, le destinataire et le contenu à un instant T. Donc ça repose sur un réseau de serveurs distribués. Donc ça, c'est pas spécifiquement nouveau non plus. C'est des choses qui sont utilisées par d'autres personnes depuis. On a par exemple le réseau Tor qui a été développé par l'armée américaine et plutôt la Navy autour des années 2000. On utilise également une autre clé qui est la fragmentation. Nous on appelle ça la flocalisation. Globalement, on prend un paquet IP, on enlève l'adresse IP source parce qu'au sein du système, il n'y en aura plus besoin. On XOR avec des bits aléatoires, ça donne d'autres bits aléatoires complémentaires. Et c'est ces éléments aléatoires complémentaires qui, pris indépendamment, ne sont pas déchiffrables. Les propriétés du XOR, c'est que peu importe si vous essayez de faire du brute force, vous allez peut-être retrouver l'information. Par contre, vous ne pouvez pas savoir si ce que vous retrouvez, c'est bien ce que vous cherchiez à la base. Donc ça, on appelle ça du secret sharing. Et c'est à partir de là qu'on est un petit peu plus innovant. On va faire transiter ces informations sur des routes distribuées qui vont se retrouver au sein du réseau, et j'y rentrerai un peu plus dans les détails après, grâce à un mécanisme d'autodécouverte qui va permettre à Alice et Bob de rentrer en communication
au milieu du réseau sans que chacun ne connaisse la demi-route de l'autre. Et donc ça, c'est garanti par le fait de pouvoir partager ces messages d'autodécouverte. Et on peut partager des messages d'autodécouverte en ligne sans risque d'interception parce qu'on garantit également qu'au sein du réseau Snowpack, il n'y a pas d'attaque man in the middle possible, donc personne ne peut se mettre au milieu et modifier l'information sans qu'on s'en rende compte. Globalement, si quelque chose se passe, la donnée n'a plus de sens. Et je rentrerai encore une fois un peu plus sur comment on fait, parce que finalement c'est la clé pour une visible access. Et donc tout ça, ça nous garantit effectivement que l'émetteur, récepteur et contenu ne sont jamais connus par un seul serveur du système. Et ça va nous donner différentes propriétés. Donc au sein du réseau, aucune attaque man in the middle n'est possible. On n'a pas de tiers de confiance. Donc aucun des serveurs qu'on utilise n'est tiers de confiance. C'est-à-dire que je peux héberger Snowpack chez Microsoft, peu importe les lois d'extradition. Si vous contrôlez un nœud et que tout le reste est chez Microsoft, il n'y a pas Microsoft ne pourra jamais rien faire parce qu'il n'a pas l'ensemble de l'information. Donc on est moins vulnérable à la souveraineté des données sur ces sujets-là. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, on peut masquer la surface d'attaque, donc que ce soit les infrastructures ou les On va distribuer ces serveurs chez différents cloud providers. Donc, naturellement, on va gagner en résilience, puisqu'on peut prendre du OVH. Si ça brûle, on aura de toute façon du Scaleway, du Oracle, du Microsoft, un petit peu partout. On mixe. On mixe à la fois les hébergeurs, mais on peut mixer les technologies. Par exemple, si c'est les conteneurs Docker qui sont tous vulnérables à une petite vulnérabilité, nous, on ne va pas faire que du Docker, on va avoir des conteneurs, des VM avec différentes versions. On a une meilleure qualité de service que les autres réseaux d'anonymisation parce qu'on ne va pas faire reposer le chiffrement sur uniquement du chiffrement en hauteur. On va aller plutôt sur la fragmentation qui, elle, permet de garantir que le chiffrement il repose plutôt sur les flux plutôt que sur ce que vous allez faire au niveau de votre device. On ne va pas redéchiffrer 50 fois au sein du réseau. Et ensuite, on n'a pas encore publié, mais on est en train de prouver que finalement le problème de résolution de casser Snowpack, même si le système de chiffrement, donc on a un peu de chiffrement entre les nœuds, etc., tombait, ça se transforme en un problème de brute force de mot de passe. Donc on va pouvoir vous dire à un instant T, s'il y a tant de flocons au sein du réseau, donc tant de messages aléatoires, alors il faudra tant d'années pour casser le système. Et ce qu'on a commencé à prouver, c'est qu'à partir de 50 mégabits de flux sur le système, il faut déjà plusieurs milliards d'années pour déchiffrer. Donc normalement, on est tranquille. Après, il y aura toujours des petits malins qui trouveront d'autres attaques. Donc, je ne dirais pas que c'est comme ça non plus, mais ça donne déjà une bonne idée que c'est pas trop mauvais. Bon, je pense que je vais passer je sais pas trop à quel point je suis en avance en retard. C'est bon. Ça va? Ok. Donc ce que je propose, c'est de revoir un peu les différents outils qui permettent l'anonymisation, puis de voir pourquoi nous on est meilleurs. Et pareil sur la sécurité, point à point, ce qu'on va apporter. Mais je voulais juste revenir un petit peu sur pourquoi les gens peuvent avoir besoin d'anonymisation. Donc on a tous les sujets d'anonymisation personnelle dont on a parlé avec d'autres personnes, mais on a aussi des enjeux stratégiques au niveau business. Simplement regarder que telle boîte est en train de se faire racheter à tel endroit, ça peut donner une information sur le secteur qui vous intéresse. Et ça, sur certains secteurs stratégiques, c'est important. Ça permet aussi de défendre pas mal de droits humains. On a des journalistes qui sont déployés dans des pays qui vont être simplement surveillés dans le wifi de l'hôtel. Et si vous retombez aussi, si vous allez, je sais pas, sur le site du monde.fr ou que vous remontez sur le système, je sais pas, de dépôt de futurs articles du Monde, en étant, je sais pas, en Iran, ça va donner déjà des mauvais signaux dans l'hôtel et donc bizarrement vous allez être beaucoup plus surveillé. Donc nos journalistes, ils ont aussi besoin de pouvoir se masquer au maximum pour garantir leur service, on va dire, mais aussi leur sécurité. Au-delà de ça, il y a des endroits où l'anonymat, ça permet aussi simplement
passer outre les limitations pour pouvoir se géolocaliser quelque part et accéder à l'information. On est beaucoup moins bloqué que certains pays, mais il y a des pays où on ne peut pas forcément, la censure est beaucoup plus violente. Et donc un outil d'anonymisation réseau va vous permettre aussi de vous relocaliser. Donc bon, il y a différents articles, je ne suis pas forcément spécialiste, mais par contre ce qui est important de noter, c'est qu'il y a aussi beaucoup de problèmes avec les outils d'anonymisation et avec les outils de blockchain. C'est pour ça qu'il y a différentes régulations. On a de l'espionnage, de la lutte contre le terrorisme qui est plus difficile, des activités criminelles. Le réseau Tor dont on parlait tout à l'heure pullule d'activités criminelles. Et bizarrement, on le laisse fonctionner puisque ça masque des usages propres, on va dire, mais pas fait forcément avec les règles officielles. Ce qui veut dire aussi que quand on déploie un réseau d'anonymisation, c'est comme ça que le sujet a été pris chez Snowpack, on part du principe qu'on déploie ça dans l'intérêt positif, et si on déploie ça dans l'intérêt positif, il faudra respecter les règles, parce que déjà, moi j'ai pas prévu de passer les 30 prochaines années en prison, ni de finir mort en Russie ou en Chine pour je ne sais quelle raison. Donc on affiche directement, donc on a une offre pour les particuliers, vous pouvez tester gratuitement, enfin vous pouvez tester, je ne sais pas ce qu'on a dit tout à l'heure, oui en effet c'est bien d'avoir il y a une offre gratuite, c'est comme pour le chat GPT. Nous c'est pas pour exploiter les données, c'est parce qu'en fait la masse que vous allez pouvoir amener sur des usages à moins forte valeur ajoutée que les utilisateurs business cache nos autres utilisateurs, et donc ça m'évite de générer du flux qui sert à rien pour eux. Mais par contre en France, il y a une règle, si vous mettez à disposition un outil de communication, vous devez être capable de tracer à minima les usages. Par contre l'État ne peut pas accéder à ces données comme ça en claquant des doigts, il faut faire une requête de justice. Donc nous on va loguer ces utilisateurs individuels et on ne les log pas au sein du réseau parce que c'est impossible. On les log au sein des devices utilisés et on va loguer sur quel site, à quelle heure la personne a été. On n'a pas du tout le contenu, par contre on sait que vous avez tapé telle adresse IP à telle heure. Et ça c'est bien entendu que quand vous allez communiquer vers Internet, quand vous allez vers un site caché d'entreprise, il n'y a pas cette régulation. La régulation elle retombe à la responsabilité de l'entreprise. Et pour les entreprises business suffisamment grosses, on a le droit de faire des KYC pour reporter cette responsabilité d'audit aux entreprises, un peu comme les opérateurs télécoms. Bon, aujourd'hui, il y a des alternatives pour ne pas respecter la loi, même si elle existe. Il suffit, enfin, je ne vais pas le conseiller, mais il suffit simplement de prendre une solution chinoise, une solution américaine, une solution européenne. Le temps que tout le monde soit d'accord, vous aurez eu le temps de faire suffisamment de dégâts ou de vous être fait attraper autrement de toute façon. Alors, du coup, si on revient au problème initial des communications, aujourd'hui sur IP, quand vous contactez un service, l'utilisateur il passe à travers Internet, on va voir un message qui part de l'utilisateur vers le service. Donc on voit que quelqu'un qui se met au milieu du réseau, il va connaître tout le monde. Peu importe s'il contrôle l'utilisateur, les liens de communication, les routeurs au milieu, ou le service. Donc si on cherche à éliminer ces liens, on a différentes solutions. C'est beaucoup d'animation. On va avoir les serveurs VPN, type NordVPN, etc. Pas forcément ceux d'entreprise, mais ceux qui vont faire juste de la proxification, eux, ils font une rupture entre l'utilisateur et le service. Le problème, c'est qu'ils ont une grosse responsabilité. Donc, ça chiffre et ça déchiffre au niveau du serveur VPN. Donc, le lien entre vous et le serveur VPN, il y a un niveau de chiffrement et une sécurité qu'on peut considérer positive. Par contre, le serveur VPN, il a la donnée complète. Donc s'il veut manipuler votre information, il peut le faire. S'il veut revendre des données, il peut le faire. Et même s'il ne voulait pas le faire, s'il est vulnérable et que quelqu'un arrive à prendre le contrôle, il y a la donnée. Donc on pourrait le faire.
C'est pour ça que... Bon, j'aurais dû enlever cette animation. Et donc, ouais, il y a d'autres attaques potentiellement qu'on n'a pas forcément en tête, mais il y a le fait d'avoir l'information, mais il y a aussi le fait que le but pour faire de l'anonymat, c'est d'avoir plein de gens qui utilisent les mêmes serveurs. Par contre, il y a tout un tas d'attaques par corrélation qui permettent à quelqu'un qui ne prend pas le contrôle du serveur de faire également cette attaque. Donc vous avez une alternative qui est le réseau Tor. Le réseau Tor, c'est globalement 3 VPN en cascade avec un réseau distribué où ça ne va pas forcément être la même société qui va opérer les serveurs. Vous avez 80% des serveurs qui sont opérés par l'État américain avec du facial, pas forcément exactement ça, mais globalement vous avez un acteur qui a la main sur suffisamment de nœuds pour faire facilement de la corrélation. Mais l'idée c'était de rompre au maximum l'information pour que, une fois que ça arrive au nœud, on soit très bien isolé de l'utilisateur. Malgré tout, on garde le problème qu'on avait évoqué tout à l'heure. Au niveau du nœud 3, je peux manipuler l'information. Il faut savoir que Tor c'est beaucoup utilisé pour transférer de l'argent sale sur les blockchains. Justement, éviter que le serveur blockchain connaisse l'identité des utilisateurs. On a 24% des nœuds de sortie sur Tor qui vont faire une attaque qu'on appelle du SSL stripping, donc déchiffrer, rechiffrer. Et entre temps, je fais ce que je veux. Si je veux mettre le flux vers quelqu'un d'autre, typiquement voler l'argent, et c'est possible. Donc c'est pas forcément suffisant. Et donc quand on déchiffre, voilà. Donc nous, ce qu'on propose, parce que forcément, il faut que je dise qu'on est meilleur. L'objectif, ça va être d'isoler au maximum l'utilisateur et le service tout en garantissant qu'on n'a pas justement ce tiers de confiance qu'a l'ensemble des flux. Pour faire ça, on prend notre utilisateur qui va accéder à une liste des nœuds disponibles. Cette liste de nœuds disponibles, aujourd'hui c'est un point de faiblesse dans Snowpack. C'est moi qui la contrôle, donc si je vous donne des nœuds avec des fausses informations, je pourrais prendre le contrôle. Ça fait partie de nos travaux de recherche pour d'ici 1 an et demi à peu près. On disait ça il y a 1 an et demi, mais ça avance. Par contre, il y a des moyens pour se garantir que même si je faisais ça mal, je peux avoir un avantage d'utiliser Snowpack. Donc globalement, l'utilisateur, et donc c'est soit lui, soit son logiciel, va prendre l'initiative de se connecter à 2 premiers nœuds, que nous on va appeler des PU, proxy côté utilisateur. Il dit à ces PU, s'il vous plaît, connectez-vous chacun indépendamment à des PS, donc proxy côté service, qui vont être ici. Et là, il va générer un message d'autodécouverte. Ce message d'autodécouverte, c'est un élément aléatoire concaténé au hash de cet élément aléatoire, mais également de l'adresse IP de ce serveur et de ce serveur, qui fait le hash de cette fonction spéciale. Ensuite, je prends ce message complet, je le XOR avec des bits aléatoires, ça me donne d'autres bits aléatoires complémentaires, et c'est ces 2 messages que je vais faire aller jusqu'aux extrémités des 2 chemins. Et une fois que je suis là, moi j'ai volontairement omis, mais en fait, les nœuds PS, ils ont un petit rôle. Il y en a un qui va être master et un qui va être slave. Le but, c'est qu'ils se retrouvent au milieu du réseau, grâce à ce message d'autodécouverte. Donc, notre master, qui doit être en haut sur ce schéma-là, il va diffuser à tout le monde son message. Et le slave, qui est le seul qui a le bon, refait la formule inverse. Et si ça match, il lui présente son morceau. C'est le seul également qui peut avoir le bon morceau, notamment grâce aux propriétés du hash et de notre petit token aléatoire. Ça nous permet de créer ce chemin. Dans ce message d'autodécouverte, je remets toujours volontairement sur le début qu'il y a également l'identité d'un 5e nœud que nous on appelle l'holonode, l'hologramme de l'utilisateur, ce qui va permettre aux 2 PS de se connecter à l'holonode. Là, une fois qu'on est comme ça, on a créé la route Snowpack. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des VPN, vous allez me dire en fait, il fait simplement 2 VPN en cascade et il s'embête bien pour pas grand chose.
Eh bien, bien entendu non, parce que sinon je ne le ferai pas. Mais l'objectif, ça va être de faire en sorte que l'holonode ne soit quand même pas tiers de confiance, même s'il est connecté aux deux PS. Donc comment on fait quand on envoie des flux? Il y a trop d'animation. Donc on prend toujours notre paquet IP, on le XOR avec des bits aléatoires. Donc on va faire ça à chaque fois. Donc en fait on crée une clé, une contre-clé à chaque message envoyé sur Internet. On envoie ces deux éléments aux extrémités des PS. Le slave, il transfère au master son message. Ce qui fait que le master, il a juste à faire le XOR inverse. C'est l'avantage. Et là, un VPN standard ou Tor aurait envoyé le message en laissant ce message avec son adresse IP à lui. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'adresse IP de l'holonode ici pour pouvoir émettre le flux par en haut, leurrer le service, et ce service va retransmettre l'information en bas. Donc on va faire ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé nous, du collaborative spoofing. Donc le spoofing, initialement, c'est plutôt une attaque qui va permettre de se dédouaner quand je fais un déni de service, de dire, bah, par exemple, c'est David qui envoie des messages à n'importe qui, alors qu'en fait, c'est moi qui les envoie. Nous, on l'utilise plutôt à notre avantage. Et pourquoi on peut faire ça? Simplement parce que sur IP, l'ensemble des communications ne regarde toujours que vers la destination. On se moque de qui a transmis le message. Sinon, le fonctionnement d'IP serait beaucoup plus compliqué. Et donc, une fois que j'ai récupéré le message ici, je resplit l'information, je le transmets au-dessus, en dessous, et ça revient à l'utilisateur. Et là, on revient sur du tunneling de messages classiques. Je réinjecte dans la stack IP, et l'utilisateur, pour lui, ça reste transparent. Et ça me garantit les propriétés que je cherchais à avoir: isoler utilisateur, contenu et données. Donc, globalement, si on regarde le modèle de menace, on va avoir la première couche qui ne connaît pas le service, qui ne connaît pas les circuits complémentaires et qui ne connaît pas le contenu du message, même chiffré, par contre qui va connaître l'utilisateur. On a notre master qui lui connaît le flux montant, mais pas le flux descendant, et le service. L'holonode, c'est le contraire. Et le slave, bon, lui, il connaît rien du tout, à part certains acteurs du réseau. Alors, bon, il y a d'autres alternatives à Tor et au VPN que je vais pas forcément avoir le temps d'évoquer, mais vous avez des gens qui vont faire des mixnets. Donc on a une société française, enfin franco-suisse, ils sont en Suisse maintenant, ça marche pas, qui s'appelle Nîmes. Eux, ça va être un mixnet, donc ça ressemble un petit peu à Tor, mais vous allez avoir un flux qui va dans un sens et qui revient dans un autre sens. Par contre, vous n'avez pas de garantie que quand le flux est injecté, il va ressortir. Ça ne ressort pas instantanément. Le but, c'est de mixer et de casser la corrélation entre la sortie et l'entrée. Ce qui fait que c'est difficile d'utiliser NIM dans des applications assez standards. Ensuite, vous allez avoir des Tor privés. Donc, vous avez des Américains qui vont faire Telos, par exemple. En France, on a Chimère. Vous avez d'autres alternatives un peu plus spéciales, type I2P, où là, c'est une évolution de Tor qui est utilisée principalement, malheureusement, pour des choses vraiment pas propres. Et après, vous avez toute une technologie de VPN décentralisée, où là, on ne sait pas forcément qui est derrière, mais c'est par exemple, vous acceptez, vous, de devenir relais pour d'autres personnes. Et en fait, on va faire popper plein de serveurs VPN partout. Vous contribuez au réseau, mais ça va faire juste un saut. Donc on a moins d'anonymat. Par contre, c'est des gens qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas cibler facilement et censurer les flux. Bon, bien sûr, on peut combiner les solutions. Et je voulais parler aussi de ça, si j'ai encore le temps. C'est le mode plutôt point à point, où là, l'objectif, ça va être vraiment de sécuriser les infrastructures d'entreprise ou d'exposer des services sans laisser entrer l'attaquant.
Historiquement, on avait les architectures VPN, donc globalement, tout le monde rentrait au travail dans les locaux de l'entreprise via des flux VPN et tous les services restaient à l'intérieur. Ça, c'est assez compliqué, mais c'est encore ce qu'on voit par exemple au CEA. Tous les flux pendant le télétravail, pendant la pandémie, retombaient sur place et ensuite la majeure partie des applications sont en interne, donc ça marche bien. Par contre, maintenant, avec tous les services SaaSifiés, etc., ça devient compliqué. Donc on voit le développement des architectures qu'on appelle SASI. Les architectures SASI, vous avez des grands américains type Zscaler, Palo Alto qui vont avoir des grosses plateformes pour faire du SASI. Globalement, c'est tous les flux vont au milieu et on a une gateway qui fait du droit et qui va vous donner accès à d'autres choses. Le problème dans cette architecture, c'est que vous faites maintenant confiance à Palo Alto ou à Zscaler, il a l'ensemble de vos flux. Et parfois, ils sont corrélés ou mis en relation avec d'autres utilisateurs. Mais en tout cas, ils sont exposés directement sur Internet. Et nous, notre objectif, c'est finalement de faire une sorte de technologie Zero Trust dans laquelle on a un système de communication qui est isolé du système de droit. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas qui parle avec qui. Vous allez vous mettre en relation les utilisateurs, mais au sein d'une architecture partagée par tout le monde, mais personne ne voit les flux. Et donc, globalement, comment ça fonctionne? On a toujours Alice et Bob. Et nous, on va créer donc deux demi-routes qui, au milieu du réseau, se retrouvent. Et ce que je voulais faire, c'est vous expliquer ce mécanisme d'autodécouverte. Donc, l'échange de messages, une fois qu'on a la route établie, c'est simple. On fait toujours la même chose. On split, on envoie, c'est repris au bout. Globalement, on ne voit pas grand-chose de plus. Par contre, pour transmettre l'information, c'est là que c'est assez compliqué et que qu'on a travaillé pour éviter à Bob d'avoir à exposer son serveur sur Internet. Donc globalement, on va utiliser ce qu'on appelle dans notre terminologie un Invisible Exchange Proxy. Ça va être un endroit, c'est comme la poste, sur lequel on va pouvoir rentrer en relation avec quelqu'un. Pour contacter cet Invisible Exchange Proxy, qui malheureusement sur ce slide s'appelle encore Bob, on va utiliser le mode privacy, donc ce que j'ai présenté juste avant. Donc je viens de manière anonyme me connecter à mon Invisible Exchange Proxy, qui ici s'appelle Bob, ce qui garantit que Bob, donc ce proxy, ne connaît pas Alice. Je vais lui dire, ok, moi j'aimerais bien rentrer en communication avec le service XYZ, donc il y a un identifiant qui a été passé par le service grâce à une plateforme de gestion qui n'est pas matérialisée ici. Et je vais l'attendre à tel endroit et tel endroit. Donc c'est les seules informations que je lui transmets. Une fois que je lui ai donné ces informations, lui me génère des messages d'autodécouverte pour chacun des chemins. Et il m'en donne qu'un morceau, grâce au mécanisme de secret partagé. J'arrive au milieu. Bob, donc mon Invisible Exchange Proxy, qui est un Invisible Service Public en réalité, lui, il fait pareil, il va au milieu avec les éléments qu'il m'avait envoyés et on rentre en relation. Une fois que ça c'est fait, j'arrive en fait dans le vrai système qui, la terminologie initiale c'était Bob et Visible Bob. Donc là vous avez Visible Bob. Donc ce que j'ai présenté avant c'est la communication entre Alice et Visible Bob et entre Bob et Visible Bob. Une fois que ça c'est fait, c'est juste un PubSub classique. J'arrive à la boîte aux lettres et transfère à celui qui doit recevoir le message. Par contre, c'est bien Bob qui a initié la communication, c'est bien Alice qui a initié la communication. Donc ni Bob ni Alice n'a de port ouvert sur Internet. J'échange mes messages d'autodécouverte avec ce système. Bien entendu, je peux avoir X Visible Bob, donc même Visible Bob pourrait ne pas connaître les messages d'autodécouverte. Une fois que c'est fait, je récupère mon matériel. Donc moi je vais récupérer par exemple celui-là qui va être pour le premier chemin, celui-là qui va être pour le deuxième chemin, et Bob garde les deux autres. J'arrive au milieu du réseau. Tous les deux on a créé notre système et on refait une autodécouverte, sauf que l'autodécouverte elle est faite en haut et en bas. Et ça nous garantit les différentes propriétés que j'avais
j'avais promises au début. Alors, au niveau des challenges qui existent finalement derrière ça, bon déjà vous expliquer ça, c'est toujours sportif parce qu'il y a des termes Bob, Visible Bob, etc. qu'on essaye d'enlever et de rendre plus simple, mais on n'est encore pas au point. Par contre, d'un point de vue usage, l'objectif, et ça fait aussi partie des objectifs qu'on essaye d'avoir pour des militaires, c'est de rendre la technologie accessible à tous. Globalement, si je veux être invisible, il faut que je puisse cliquer sur un bouton, je suis en opération, je n'ai pas à me poser de questions sur comment je vais faire pour me protéger. Ça doit démarrer tout seul. Ensuite, l'objectif, c'est aussi de rendre cette technologie accessible facilement, facile à utiliser, mais accessible à tous. Donc, tout le business model qui est derrière Invisible Service est fait pour qu'une startup comme Snowpack puisse s'équiper à moins de 2 000 € par an. Après, les grands groupes, à un moment donné, il faut payer le réseau. Mais voilà, on a un modèle qui permet à tout le monde d'utiliser. Au-delà de ça, pour toute la partie gestion des droits, pour mettre les utilisateurs en relation des services, donc on a une console de gestion qui est disponible soit localement, soit qui est en ligne, qui va permettre de dire quel utilisateur a accès à quoi. Donc c'est facile pour un administrateur de dire ok, un tel a le droit d'accéder à tel service. Vous pouvez donner des accès à des utilisateurs d'autres sociétés juste en mettant leur mail et ça va créer leur compte et ainsi de suite. Ensuite, je voulais juste mettre très haut niveau les différents challenges qu'on a encore sur la partie technique et que nous on n'avait pas forcément en tête quand on a démarré, sinon je suis pas sûr qu'on aurait démarré. C'est que sur toute la partie access, donc le fait d'être anonyme sur internet, il y a bien plus de challenges que la partie technique. Il y a toute la partie déploiement et c'est pas juste déployer, gérer des serveurs, gérer X serveurs. C'est qu'en fait, sur Internet, vous avez énormément de gens qui essayent de se défendre contre les systèmes de proxy. Parce que les systèmes de proxy, ça perd de la traçabilité, et donc ça perd de la valeur sur les cookies, sur les choses comme ça. Typiquement, hein, le roi Merlin, et c'est pas grave, se défend contre les systèmes de proxy, parce qu'en fait, c'est utilisé par les comparateurs de prix pour essayer de les arnaquer, ou pour baisser le prix du site machin, etc. En fait, les systèmes de proxy sont utilisés aussi dans tout ce qui est marketing. Et donc, on a tout un enjeu qui est, bon, déjà, réussir à avoir le droit de faire du spoofing chez les cloud providers publics. C'est pas simple, ça nous garantit qu'on puisse se déployer si on a les accords. Par contre, on est bloqué très souvent. Il faut aller au niveau gouvernance pour expliquer qu'on ne fait pas quelque chose d'illégal, que c'est pour le bien et la sécurité. Ensuite, tous ces challenges sur les adresses IP, obtenir des serveurs qui ont des adresses IP qui ne se font pas taguer comme appartenant à OVH par exemple. Donc il faut qu'on amène nos propres adresses IP, faire en sorte que ces adresses IP elles ne soient pas non plus marquées Snowpack, parce que si elles sont marquées Snowpack, je peux facilement le mettre dans le firewall, c'est interdit. Donc c'est assez embêtant. Ensuite, vous avez des pays où globalement on va chercher à comprendre le protocole pour le censurer. Aujourd'hui, Snowpack ça fonctionne en Chine, ça fonctionne à Dubaï, ça fonctionne en Russie. Je ne sais pas si c'est parce que notre protocole est compliqué ou parce que juste on n'est pas assez connu, mais on sait que ça va être compliqué à un moment donné. Pour l'instant, on a la chance, ça nous permet de commencer, mais on va être embêté. Ensuite, on a, comme je disais tout à l'heure, ce schéma de repository de nœuds. Donc le fait de l'annuaire des nœuds, aujourd'hui c'est notre point faible, on connaît les nœuds. Donc il faut qu'on réussisse à le distribuer, mais on n'a pas encore réussi, et à donner confiance aux gens qui vont le distribuer. Et au-delà de ça, le dernier challenge, c'est que il y a des coûts d'infrastructure et il y a des intérêts pour les clients et les partenaires à opérer une partie de l'infrastructure. Donc ça veut dire que nous, on a un intérêt pour donner de la confiance. Globalement, si je contrôle un des nœuds du réseau, je suis sûr que j'aurai pas de collusion possible. Donc je dois mettre à disposition le code de Snowpack pour qu'il soit utilisé par d'autres et qu'ils l'utilisent. Bien entendu, s'ils ont le code, ils peuvent éventuellement mettre des backdoors. Donc nous, on travaille à des mécanismes
pour pouvoir vérifier et mettre à disposition des systèmes d'audit et de vérification utilisables par les clients pour vérifier les nœuds, ces nœuds-là, et puis Snowpack, bien sûr, parce qu'on peut aussi être le coupable. Et ensuite, bien sûr, on a des enjeux de certification qui sont assez compliqués à avoir en termes de temps et d'argent en cybersécurité, mais souvent très utiles dans les grands groupes. Et après, en conclusion, bon, on a plein de cas d'usage, mais j'en avais retenu 4. Donc on a des cas d'intelligence économique, donc pouvoir surveiller sans donner de l'information à ceux qu'on surveille. Travailler avec des collaborateurs, des collaborateurs ou des partenaires externes sans divulguer d'informations. Par exemple, vous êtes la Chine, la Russie et la France. Bah, il y a des moments où vous n'êtes pas copains, mais il y a des moments où vous devez quand même vous connecter à la même visio. Bah, qui héberge la visio? Celui qui héberge la visio, il va avoir des informations sur quels sont les systèmes potentiels utilisés par les gens qui s'y connectent. Et bien avec des systèmes qui déjà cachent des informations au niveau réseau, vous allez pouvoir éviter de laisser des traces. Ensuite, on a des cas d'usage un peu VPN, et ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est d'exposer tout ce que vous avez dans une DMZ aujourd'hui, qui initialement est mis à disposition en fait que d'un petit groupe de personnes. Par exemple, le scanner d'un hôpital qui est mis à disposition, ouvert d'un VPN pour 3 personnes qui sont censées le mettre à jour une fois par an. Bah, au lieu de l'ouvrir sur internet, vous pouvez le circonscrire dans un service invisible et puis enlever les gens quand il n'y en a plus besoin. Et après, bon, il y aurait plein d'autres cas d'usage, mais on reste le vendredi soir. Donc... Oui, c'est un vendredi soir. Mais en tout cas, c'est passionnant. Hein, je pense que là, vous avez un peu applaudi. Ah, ça finit en beauté. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Ou alors vous avez... Ah, Victor, vas-y. Oui, du coup, je crois qu'il y a une slide, il y avait écrit que vous stockiez pendant 1 an les messages, Alors non, on ne stocke pas les messages, du tout. On stocke les adresses IP visitées dans le mode Invisible Access, parce que c'est la régulation sur l'interception légale. Donc typiquement, si vous avez été voir les sites normaux, on s'en fout. Hein. Je pense que l'État ne viendra pas vous taper dessus si vous avez été voir un site porno, par exemple. Ils s'en fichent. Par contre, si vous avez été sur le Darknet, essayer de vendre des enfants, bah, si on finit par remonter à vous, il faut que je puisse divulguer que c'est vous. Et donc, pour divulguer éventuellement que c'est vous, bah, au sein du réseau, moi, mes serveurs, ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils ne savent pas qui c'était, c'est justement les propriétés. Par contre, au niveau de mon service, dans le logiciel, en fait, toutes les minutes, on compte le nombre de fois que telle IP a été tapée et on l'envoie toutes les 10 minutes de façon fragmentée, donc sans risque d'interception et de modification, vers un serveur qui est chiffré et qui va collecter ça pour le stocker pendant 1 an. Et donc si on me dit de telle heure à telle heure, pouvez-vous me dire qui s'est connecté parce qu'on a une suspicion sur telle IP d'un usage pour vendre des enfants, et ben je dois pouvoir divulguer la liste des utilisateurs potentiels. Et globalement, si c'est pas moi qui l'a donné, j'ai la liste des clients qui utilisent Invisible Access sans log, et eux doivent être capables de mettre à disposition le même système d'audit. Et globalement, pour mettre à disposition le même système d'audit, c'est facile. Ils prennent le nôtre, sauf qu'au lieu de taper sur les logs snowpack.log, on va dire, ça va chez eux. Question? Alors j'ai pas tout bien compris. Mais en fait je me pose une question, mais je sais pas si vous pourrez y répondre parce que je vais peut-être pas arriver à la formuler proprement. On a nous des problématiques, je travaille au CE. On a nous des problématiques où en fait on a des infrastructures qui sont sécurisées, etc. Même si typiquement le supercalculateur, ça c'est pas que l'OCE1, c'est dans les zones restrictives, etc., etc. Et donc là à l'heure actuelle, le grand problème qu'on va avoir, c'est qu'en fait il faut en même temps arriver à exposer l'accès
ces supercalculateurs de manière sécurisée, mais aussi de manière ouverte. On est passé du mode où finalement login, mot de passe, identification, adresse IP en Europe, etc., à des modes d'usage où finalement c'est pas un utilisateur qui va utiliser la ressource de calcul, ça va être un workflow qui va utiliser la ressource de calcul. Et donc avec des complexités d'authentification, etc. Je me demandais si ce genre de techno, ça permettrait finalement d'arriver à exposer des services tout en garantissant effectivement l'origine de la demande, mais en n'exposant pas. Enfin, pour moi, c'est pas, voilà, c'est un peu flou, mais je pense qu'il y a des trucs à creuser parce que de temps en temps, quand je vous écoutais, j'entrevoyais peut-être des solutions et des bouts de tunnel dans mon cauchemar. Ouais, je pense qu'il y a faudrait creuser en réalité. Creuser, ouais. Mais il y a des enfin nous on prône aussi des services invisibles publics parce qu'il y a un intérêt. Le but, ça veut pas dire c'est pas parce qu'on veut déployer un service invisible qu'on ne veut pas rendre disponible. C'est juste qu'on veut protéger notre système d'information pour pas que mettre à disposition ce service puisse nous permettre, je sais pas, de rentrer dans la DAB ou autre, par exemple. Donc pour ce genre de choses, on peut s'interfacer avec des workflows aussi. Alors pour l'instant, pas s'interfacer dans une interface web pour remplacer mon espace client de la banque. J'aimerais bien, c'est dans les tuyaux. Mais on peut le faire en s'interfaçant dans une application ou dans une API. Et dans une API, globalement, Snowpack, ça reste juste une sous-couche d'IP qui doit être facilement intégrable. Il faudra qu'on en rediscute parce qu'à l'heure actuelle, c'est absolument cauchemardesque parce qu'en fait, on est en train de il faut qu'on prévoie et qu'on duplique les infrastructures hors zone des ZRR pour pouvoir exposer un certain nombre de services. En sachant que chacun des services doit être homologué, on doit homologuer tous les flux, etc. Donc ça devient assez cauchemardesque. Donc je me dis que, et ça va très rapidement être impraticable, donc je me dis que peut-être des solutions alternatives comme ça permettrait finalement de simplifier peut-être les choses. Mais il faut creuser parce que je ne suis pas du tout expert ni de cybersécurité, encore moins de cybersécurité au CEA. Mais par contre, je vois bien, nous, les problématiques que ça pose en termes d'usage actuel et d'usage à venir. Walid ? Une question pas du tout technique. Aux deux derniers présentateurs et à toi David, est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec les équipes cybersécurité de la R&D d'EDF? Sinon, si la réponse est non, est-ce que je peux avoir vos présentations comme ça voilà, elles sont là, elles sont sur le site. Ah, elles sont, d'accord. Tout est... Ça c'est open, voilà. Et il est, alors, et pour la petite histoire, il est tellement loin qu'il est à NanoInnov, il est juste à côté, tu peux aller à pied chez lui. D'accord, oui. Donc est-ce que tu as déjà eu des... On a eu des discussions assez loin, il y a assez longtemps. Il y a assez longtemps ou pendant assez longtemps? Non, il y a assez longtemps. D'accord. Quand Snowpack n'était pas grand chose. D'accord, ok. Donc c'est pas forcément frais. Pour revenir quoi. Ouais, parce que dans mon département, on a un groupe cybersécurité et on peut pas tout connaître, donc ça sera. Je vais essayer. Et ben voilà. Avec plaisir. Pour j'allais dire Snowflake, Snowpack et Zama. On aimerait bien, hein, mais... Oui, dis donc, on fait le marché aujourd'hui. Malgré 5 orateurs qui parlent, on arrive encore à intéresser. C'est quand même extraordinaire. Bon, en tout cas, je sais pas, on peut encore faire un... Moi, j'applaudis quand même.